aujourd'hui, je vais vous parler de cette présence féminine et civile auprès des armées romaines. Et vous le verrez, nous parlerons à la fois de débats qui ont eu lieu chez les anciens, donc durant l'Antiquité romaine, mais également de débats qui animent encore les spécialistes, les débats de spécialistes entre historiens et archéologues, et d'imaginaire, donc de normes de représentation, de mentalité, puisque là encore, c'est une question un petit peu brûlante depuis l'époque romaine jusqu'à nos jours. Alors, vous connaissez, en fait, vous êtes tous accoutumés de l'affaire Cornelia, même si vous ne la connaissez pas précisément elle, puisque vous avez tous lu ou vu dans une bande dessinée, une série, un film, une scène d'intrusion, telle que vous pouvez le voir ici dans cette fabuleuse série, ce fabuleux nanar, devrais-je dire, la série Spartacus de 2010, une scène d'intrusion, généralement nocturne, d'une aristocrate romaine qui, nue souvent sous des peaux de bête, folle de désir et de débauche, se rend sous la tente d'un général afin d'y faire l'amour en toute clandestinité, très souvent sur une carte stratégique quelconque. Évidemment, vous connaissez ces scènes, bien sûr. Alors, je vous le disais, ces scènes... Oui, le public aujourd'hui est plutôt adulte, en effet. Donc, les scènes doivent beaucoup à l'affaire Cornelia, vous disais-je. Il s'agit d'une anecdote qui s'est déroulée au 1er siècle après Jésus-Christ, sous le règne de Caligula, empereur que vous connaissez généralement assez bien. Et c'est une anecdote qui aurait mené plusieurs généraux devant les tribunaux militaires, donc une affaire un petit peu scabreuse. Alors elle est racontée par Tacite, Plutarque et Dion Cassius. Il m'arrivera au cours de cet exposé de dire Cassius-Dion, c'est un débat entre philologues et historiens, vous m'excuserez d'avance. J'ai cette petite habitude de mélanger les deux. D'une façon donc fort similaire, et elle met en scène l'intrusion dans un camp légionnaire de l'épouse du gouverneur de Pannonie, qui s'appelle Caluisius Sabinus, de sa femme, Cornelia. Alors Tacite nous dit, la femme de ce chef, donc le gouverneur, avide d'avoir un œil sur le camp et les troupes, s'y glissa de nuit en habit de soldat, et après avoir, après la même indiscrétion, affronté les gardes et porté sur tous les détails du service des regards téméraires, elle osa avoir des relations sexuelles proscrites dans l'enceinte même des principia, c'est-à-dire du QG du camp. Plutarque raconte de manière assez similaire, lorsque, jeune encore, il parle ici d'un notable que je n'évoquerai pas ici. Celui-ci faisait sa première campagne sous Caluisius Sabinus. Il fit entrer une nuit dans le camp, sous un habit de soldat, la femme de son légat, du gouverneur, femme très débauchée, et la corrompit dans l'endroit même du camp que les Romains appellent Principia. On voit donc dans ces deux extraits que Cornelia se serait glissée dans le camp de nuit déguisée en soldat. Puis après avoir observé les troupes s'entraîner, elle aurait eu des relations sexuelles dans les Principia, dans ces quartiers généraux, juste à côté de la chapelle des Enseignes. Alors de nombreux autres topoi antiques semblables habitent notre imaginaire contemporain. Celle de prostituées, notamment, généralement introduite dans un camp sous les yeux plus ou moins complaisants d'un général. Bien souvent, d'ailleurs, dans les films, dans les séries de notre pop culture contemporaine, l'intrusion fait partie d'une manigance destinée à pénétrer les quartiers généraux pour dérober un trésor, des cartes, les enseignes, libérer un prisonnier, etc. Mais là encore, le modèle antique n'est pas très loin, puisque la littérature latine, vous allez le voir, romaine plutôt, est remplie de scènes d'expulsion de prostituées des camps. Et tout cela toutes ces scènes sont présentées comme des mesures de rétablissement de l'ordre. Et Plutarque, d'ailleurs, nous dit que c'est en prostituées que les hommes de l'Épide auraient choisi de déguiser 2 soldats de leur rang dans l'optique de les faire rentrer dans le camp de Marc-Antoine durant les guerres civiles de la fin de la République romaine. On a donc l'impression que pour entrer dans un camp romain, le mieux, c'est tout simplement de se déguiser en prostituée. Là, vous passerez tous les contrôles des gardes. Alors, on verra tout cela, bien sûr. Qu'ont-elles de si subversif, ces scènes ? Il faut revenir un petit peu rapidement sur la question de la condition civile en contexte militaire et tenter peut-être d'apporter une définition à cette condition civile. Car les légions qui stationnaient aux frontières de l'Empire romain ne constituaient pas des sociétés autarciques coupées de leur environnement naturel ou humain. De fait, l'instauration d'une armée de métier, c'est-à-dire d'une profession de soldats à partir d'Auguste qui s'opposerait à une levée systématique des citoyens soldats, de la conscription si vous préférez. Donc l'instauration d'une armée de métier par Auguste au début du Haut-Empire donna aussi bien naissance à la condition de soldat de métier qu'à celle de civil par opposition. Mais derrière la condition de civil, les Romains plaçaient une myriade de situations sociales, professionnelles, juridiques et affectives. En premier lieu, les Romains différenciaient assez fortement les civils qui vivaient auprès d'eux
en campagne militaire, mais aussi surtout dans les villes, les agglomérations situées aux portes des camps, que vous voyez ici sur cette carte et que je vais vous décrire un tout petit peu plus en détail. Et il différenciait cette population civile-ci du reste des habitants de l'Empire, des restes des civils qui étaient installés dans le reste des provinces. En effet, on trouvait aux portes des camps, vous disais-je, des agglomérations civiles qui vivaient pour et avec les troupes, souvent implantées dans un rayon de 2 à 5 km autour de la garnison. Ce n'est pas systématique, mais en Occident, vous avez souvent d'ailleurs ce schéma-ci, c'est-à-dire une première agglomération qui est vraiment aux portes de la garnison et un deuxième, un tout petit peu plus lointaine, à environ 2 km de là. Ces agglomérations abritaient une population de plusieurs milliers d'habitants, généralement, dont la vie professionnelle et affective dépendait en grande partie des occupants de la garnison. Les historiens nomment généralement l'ensemble de ces sociétés, composées à la fois des militaires en garnison, mais aussi des civils qui vivent à leurs portes, communautés militaires. Et il faut dire que cette cohabitation inquiétait quelque peu les autorités militaires, qui craignaient que ces non-combattants aient une influence néfaste sur la discipline. Les civils avaient en effet la réputation de semer le trouble dans le cœur des soldats, de les inciter à la révolte ou à la paresse, voire de les détourner de leurs devoirs. Et dans les faits, les interactions entre les habitants des camps et ceux des bourgades voisines étaient quotidiennes. Une dépendance existait même sur de multiples plans, économique, culturel, social. Et civils comme militaires partageaient des espaces à la fois sacrés et profanes. Ils avaient donc des interactions fréquentes et une cospatialité notable. Ils construisaient leur identité urbaine sur leur proximité socio-géographique et souvent d'ailleurs les agglomérations civiles prenaient le nom à la fois soit de la troupe qui était située juste à côté, du nom de la légion par exemple implantée dans la garnison, ou du nom du camp lui-même. Ainsi, ce qui liait l'ensemble des membres de la communauté militaire, donc à la fois les civils et les soldats, était le sentiment d'appartenir à une même entité socio-spatiale, c'est-à-dire l'idée d'avoir une même identité locale fondée sur des représentations, des normes, des valeurs, un langage commun aussi, et des vécus identiques. Alors commençons, si vous le voulez bien, par un premier tour d'horizon de cette réalité plurielle que constituait la société civile en contexte militaire. Et vous le verrez, je vais aborder 3 catégories fondamentales, puisque 3 groupes fondamentaux composent, d'après les anciens, la société civile, les domestiques militaires d'une part, la famille des soldats et les professionnels nés libres de tout type. Mais vous verrez rapidement que la frontière entre ces 3 catégories est bien souvent poreuse. Je vous le précise aussi tout de suite, cette première partie qui prendra un peu plus de temps que la seconde va m'amener à commencer systématiquement par vous évoquer le contexte des campagnes, donc un contexte un peu plus mobile, et ensuite, dans un deuxième temps, d'amener à devenir au contexte plus sédentaire, celui des camps pérennes installés généralement aux frontières de l'Empire, mais pas forcément d'ailleurs. Alors commençons donc par la question de la domesticité militaire. Alors l'armée romaine, même lorsqu'elle vivait sur le pays, ne pouvait se déplacer sans bagages et sans provisions. Les denrées et objets nécessaires à la vie en campagne étaient transportés individuellement par les soldats qui portaient un bagage conséquent, mais aussi au moyen de chariots et de bêtes de somme, vous le savez bien je pense, ainsi que par un certain nombre de domestiques attachés au train militaire. Vous avez ici un schéma que je vais beaucoup employer qui vous représente en fait une vision un peu simplifiée de la communauté militaire. Et on va s'intéresser ici aux domestiques que vous voyez ici entourés en rouge. Alors ces domestiques assuraient l'essentiel de l'effort logistique des armées en campagne. Donc dans le contexte plus mobile de la campagne militaire, on retrouve 2 figures incontournables. Tout d'abord celle du valet d'armes que les latins nomment calo, C-A-L-O, au pluriel calones, qui sont privilégiés par les auteurs latins pour désigner ces serviteurs qui sont souvent le rôle à la fois d'intendance, de conduite, d'entretien des bêtes. Ils portent aussi les armes de leur maître et peuvent être aussi amenés à surveiller les bagages. Les calones sont un peu particuliers parce que, notamment à partir de la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ, ils sont de plus en plus amenés à rester avec les soldats, y compris peut-être parfois dans le cas des champs de bataille ou à proximité des champs de bataille. On sait que ces hommes-là étaient entraînés au même titre que les soldats et qu'ils pouvaient même être armés avec des armes fort similaires à ces derniers. On sait aussi que dans certains contextes très précis, on pouvait même les amener à défendre le train militaire, notamment en l'absence de soldats, à soutenir les lignes alliées. Et puis, dans certains cas, on pouvait même faire croire à une armée plus imposante en les utilisant.
Il existait aussi un deuxième type d'esclaves, toujours dans ce contexte de campagne, qui sont les esclaves domestiques, qui étaient là pour assister leur maître dans un certain nombre de tâches domestiques, préparer la nourriture, gérer les réserves en eau, en bois, en fourrage, porter les bagages personnels, entretenir la monture. Donc il s'agit encore une fois d'esclaves et d'affranchis. Mais là encore, il est très difficile de les identifier dans les sources, et notamment dans les sources épigraphiques. Alors, je vous montre un exemple qui est très célèbre, ici à travers le cénotaphe de Marcus Caelius. Marcus Caelius, qui est un centurion qui est mort lors de la bataille de Teutobourg. Alors, Teutobourg, pour faire très très simple, c'est un des principaux désastres de l'armée romaine, de l'histoire romaine, une défaite cuisante des Romains, qui a eu lieu en Allemagne, à Teutobourg, justement, et qui a opposé Arminius, Hermann pour les Allemands, qui est le Vercingétorix allemand, grosso modo, face à Varus, et donc c'est le fameux désastre de Varus, si cela vous parle, de 9 après Jésus-Christ. Alors Caelius, il est très célèbre parce que c'est un centurion qui est mort durant cette bataille, et donc ce que vous voyez ici, c'est son cénotaphe, c'est-à-dire que on n'a pas retrouvé les ossements c'est ce qui est indiqué sur l'inscription de ce personnage-là. Moi, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est qu'il est encadré en fait par deux petits bustes que vous voyez, qui sont ces affranchis. Et on peut supposer à travers cette inscription que ces deux affranchis sont peut-être morts avec lui aussi sur le champ de bataille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont mis en valeur par l'inscription. On voit le lien fort qui existait probablement entre le maître et ses affranchis. Donc vous devinez ici tout de suite le lien assez fort qu'on pouvait avoir entre la domesticité militaire et les militaires eux-mêmes. Dans le cadre des camps pérennes maintenant, c'est-à-dire des camps permanents, on a évidemment beaucoup plus de témoignages de ces domestiques, de ces affranchis et de ces esclaves, tout simplement parce que les contraintes stratégiques et logistiques pèsent beaucoup moins, et donc on peut s'entourer d'une domesticité plus importante. Ils sont donc généralement plus affectés que dans le contexte des campagnes à des tâches qui relèvent de la sphère domestique ou familiale, notamment dans les familiae aristocratiques, c'est-à-dire la famille au sens très large, puisque les officiers supérieurs s'entouraient de beaucoup de domestiques et cela faisait partie de leur lustre d'ailleurs. La majorité des esclaves militaires étaient dévolus à l'entretien et à la bonne marche des camps sédentaires et assistaient donc les soldats en assurant à leur place les tâches jugées pénibles ou déshonorantes. Il me faut toutefois préciser ici que, là encore, il y a quand même des limites, parce que les soldats étaient fortement encouragés à ne pas déléguer toutes les tâches. Et justement, ils pouvaient être punis s'ils laissaient leurs esclaves faire briller leur armure à leur place. Parce que le fait d'entretenir et de réaliser soi-même des tâches ingrates faisait partie de la discipline, de l'entretien moral des troupes. Vous allez voir que la question morale est fondamentale sur tout ce qu'on va aborder aujourd'hui et qu'on va beaucoup en parler. Les témoignages textuels et iconographiques d'esclaves et d'affranchis de soldats dans ce contexte sédentaire sont beaucoup plus nombreux. En outre, ils constituent souvent d'ailleurs les premières traces d'interaction que l'on peut trouver entre des civils et des militaires dans les premières années d'installation d'une unité. En fait, ils vous montrent le fait qu'on voit surtout dans les premières décennies qui suivent l'implantation d'un camp, ils vous montrent que la relation entre les soldats et leur domesticité était une relation fondamentale, primordiale, très importante, notamment si ces derniers avaient pu mener une campagne ensemble, se déplacer sur le long terme ensemble et vivre des événements traumatisants ensemble. C'est pour ça qu'on les voit sur un certain nombre de monuments funéraires et parfois même être listés en qualité d'héritiers. Il pouvait exister une certaine proximité, vous disais-je, entre les domestiques et leur patron, leur maître, notamment lorsqu'ils faisaient campagne ensemble. Et les soldats pouvaient aussi avoir des partenaires sexuels et amoureux de statut servile. Alors bien entendu, la question du consentement ne se pose pas ici selon nos propres termes, ce dont témoignent un certain nombre d'inscriptions, mais aussi des papyri. C'est par exemple le cas d'un bigame qui s'appelle Caius Longinus Castor. Je vous mets des guillemets ici à bigame puisque la bigamie est totalement interdite par la loi dans le contexte romain, mais elle est de fait existante ici si elle n'est pas légitimée. Ce Caius Longinus Castor est un vétéran de la flotte de Misène installé à Caranis, donc en Égypte. Et on sait dans un papyrus qu'au moment de sa mort, en 194, il fit de ces deux affranchis ses compagnes, enfin qu'il avait fait de ces deux affranchis ses compagnes, et qu'il avait fait de ces dernières ses héritières, ainsi que tous les enfants qu'il avait eus de ces deux femmes. Donc une belle petite famille qui n'avait pas nécessairement besoin d'être légitimée dans les termes de la loi romaine. Donc dura lex, sed lex, mais tout de même. Alors, passons maintenant à la question de la main-d'œuvre libre, donc c'est-à-dire les individus qui ne sont ni des affranchis, c'est-à-dire des gens nés esclaves et affranchis, ou des esclaves eux-mêmes.
Alors, la main-d'œuvre libre en campagne, tout d'abord. Eh bien, ces professionnels combattants accompagnaient les troupes en campagne, mais on n'en a que très peu de traces dans la littérature romaine. En fait, les sources littéraires, ce dont nous parlerons plus tôt d'ailleurs dans la deuxième partie, évoquent souvent la présence de ces marchands, de ces négociants, ces vivandiers, ces prostituées, ces artistes, etc. Elle les évoque souvent en les regroupant sous un seul terme, le mot latin de lixa, plutôt au pluriel d'ailleurs, lixae, qui est un terme avec une très très forte connotation morale et très négative, et qui est un terme qui regroupe une grande variété de situations sociales, juridiques, professionnelles et affectives. Donc dans les faits, les sources vont avoir tendance, ces passages littéraires, à nous évoquer les marchands pour critiquer l'état de délabrement moral, disciplinaire d'une unité. Donc elles nous offrent souvent des informations très stéréotypées sur ces marchands, et donc il est un peu difficile de prendre à partir de la littérature des informations sur la présence des marchands libres auprès des troupes en contexte de campagne. On sait toutefois, par quelques extraits un peu moins agressifs à leur encontre, par exemple un passage de César, que ces marchands pouvaient parfois installer leur tente au pied du fossé, qui était le fossé des camps de marche, donc des camps de campagne. Et il est vrai que très rarement, la présence éventuelle de ces marchands auprès des camps de campagne peut se voir dans l'archéologie. Mais là, cela suscite beaucoup de doutes, et surtout, c'est assez rare. Alors, par exemple, on aurait éventuellement un exemple à Masada, en Judée. On présente d'ailleurs aussi généralement les trains militaires terminés par un cortège de prostituées. Et souvent, les sources n'apportent, encore une fois, que très peu d'informations quant à la réalité du recours à la prostitution par les armées romaines en campagne. La littérature ne l'évoque souvent que comme pour les marchands, évoquer le thème de la dépravation morale des soldats eux-mêmes. Mais en dehors des mentions littéraires, on peut supposer que ce service, ce recours à la prostitution dans le cadre des campagnes, avait une dimension saisonnière et pouvait peut-être être encadré par des proxénètes, comme cela s'observe dans des contextes de pérégrination de longue durée. Alors, par exemple, dans le cadre de célébrations religieuses, on a, pour certaines fêtes où vous aviez des pèlerins qui partaient pendant plusieurs mois pour faire ce pèlerinage ou aller à une telle célébration, à un tel festival, eh bien, on avait tout un réseau organisé autour de ces dévots de prostitution pour gérer la demande et gérer une rotation des prostituées. Dans le cadre des camps sédentaires maintenant, eh bien, évidemment, la trace de cette main-d'œuvre artisanale, de ces marchands, de ces artistes, de ces prostituées, on en reparlera peut-être pour les prostituées, est beaucoup plus visible, notamment sur le plan archéologique. On voit très bien par les fouilles archéologiques qu'il se trouvait à la fois dans les camps, mais aussi dans les agglomérations civiles situées à côté des camps, un certain nombre d'ateliers assortis de lieux de stockage, de transformation, des entrepôts, des caves, des greniers, des séchoirs et des boutiques. Ces espaces de production pouvaient être mis en relation avec la présence d'une petite agriculture urbaine et périurbaine qu'on trouvait autour de ces agglomérations civiles en contexte militaire, notamment aussi des petits jardins que vous avez pu voir dans l'exposition qui sont à l'arrière de ces maisons allongées. Les prospections ont également montré que ces espaces, à l'échelle régionale, étaient aussi environnés à plus petite échelle par des villas d'importance variable. Et donc, on avait plusieurs échelles d'approvisionnement des camps, donc à l'échelle très locale, à l'échelle régionale par les villas, et puis évidemment un approvisionnement, notamment pour des biens particuliers, des importations particulières comme le vin africain, le vin italien, le vin espagnol, le vin oriental, qui venait, lui, à plus long cours. Il semble que les artisans locaux, ceux qui travaillaient donc notamment dans ces agglomérations accolées au camp, s'occupaient de la demande militaire, de la demande de la garnison, mais aussi de la demande locale et régionale. On le voit notamment parce qu'on a trouvé autour des camps des ateliers qui produisaient notamment, par exemple, des chaussures. Alors, je vous montre ici l'exemple de chaussures qui ont été trouvées à Vindolanda. Alors, Vindolanda, c'est un fort assez célèbre qui se situe sur le mur d'Adrien, en Britannia, donc en Angleterre, à la limite avec l'Écosse actuelle, et qui est très célèbre parce que les conditions très anglaises, et vous les devinez, je pense assez aisément, ont permis de conserver beaucoup de chaussures, mais également, on en reparlera, des tablettes de cire et de bois qui sont des petits messages, en fait, qui lui ont permis de transmettre beaucoup de messages, et donc le corpus de Vindolanda est une véritable mine d'or.
Alors, pour revenir aux chaussures, on a trouvé à Vindolanda, mais aussi à Bonn, en Allemagne, et aussi à Windonissa, en Suisse, dont je reparlerai beaucoup, Windisch, en Suisse, un certain nombre de chaussures qui témoignent de la production par les artisans locaux à la fois des sandales typiques ou des bottes typiques des militaires romains, mais aussi de sandales pour une production peut-être plus féminine et évidemment de chaussures d'enfants. Alors de cette attribution d'un genre et d'un âge aux chaussures et au matériel, on reparlera à la fin de cette communication. Marchands, artisans et négociants civils n'apparaissent que rarement explicitement dans la documentation épigraphique lapidaire, donc dans les inscriptions de pierre. Donc. Non pas tant parce qu'il y avait une honte à cela, mais parce que, ce sur quoi je n'ai pas trop le temps de m'appesantir aujourd'hui, la mention des professions en dehors de celle de soldats dans les sources épigraphiques est plutôt rare. Elle existe, mais elle est beaucoup plus rare que celle de soldats. Donc on a généralement assez peu d'inscriptions qui nous disent que tel individu est un marchand, est un négociant, etc., est un producteur. Après, on en a, mais elles sont beaucoup plus rares. En revanche, dans la documentation papyrologique, on a vraiment beaucoup plus de mentions. Ces sources papyrologiques attestent la grande diversité des professions associées à la vie en garnison. On a vraiment dans les papyri des artisans du cuir qui s'occupent de la sellerie, de la cordonnerie, des équipementiers militaires, des artisans du métal, du tissu, des préparateurs en nourriture spécialisés pour la bière, pour les légumes, pour la viande, des tireuses d'eau, etc. Donc une grande variété de professions y sont mentionnées. Ces artisans commerçants et civils participaient à la confection et à l'entretien des équipements, à l'approvisionnement général de matières premières et à la réalisation de nourriture. Et ils travaillaient de concert avec des soldats dont c'était officiellement la charge, puisque des soldats étaient chargés d'encadrer, voire de travailler dans les ateliers qui étaient situés dans les agglomérations civiles. Vous avez par exemple à Strasbourg, il y a une tuilerie assez célèbre dans cette agglomération secondaire un peu plus lointaine. Vous aviez des briqueteries, etc., assez célèbres aussi, dans lesquelles travaillaient des soldats, mais aussi des civils qui travaillaient avec les soldats. Mais on pouvait aussi avoir cette collaboration dans les ateliers situés dans le camp lui-même. Il se trouvait sans doute aussi des professionnels du spectacle dans les agglomérations de camps, des acteurs, des danseurs, des musiciens. Quelques auteurs dans la littérature donc, mentionnent des spectacles et des jeux donnés par des généraux et des empereurs pour leurs hommes, dont certains pouvaient impliquer la présence plus ou moins temporaire d'artistes autour de la garnison. Quelques objets archéologiques découverts autour des camps permanents et en leur sein, comme des masques, comme de l'armement caractéristique de mise en scène, pourraient laisser supposer le passage d'acteurs, de danseurs, mais aussi de dresseurs, d'animaux sauvages, d'ours par exemple, et de gladiateurs aux alentours des camps, c'est une présence au moins temporaire de ces derniers, de troupes par exemple. Ce qui peut être confirmé par quelques rares inscriptions qui en parlent, mais aussi qui pourrait être confirmé par la présence d'édifices de spectacle dans un certain nombre d'agglomérations civiles établies aux portes des camps. Mais attention, il faut tout de même garder à l'esprit que ces édifices de spectacle sont généralement plutôt employés par les troupes pour les parades et les défilés militaires. Donc c'est là peut-être leur premier usage. De nombreuses sources textuelles et iconographiques attestent la fréquentation active des auberges par les soldats. Ainsi, l'un des panneaux, un célèbre panneau de décor peint d'une auberge à Pompéi, représente un soldat qui se fait servir à boire. Et il y a sur ce décor peint une petite inscription qui nous dit, parce que le soldat parle à l'aubergiste, il lui dit « Da fridam pusilum », donne-moi un peu d'eau froide. Alors on s'étonnera bien sûr de cette demande un peu étrange pour un soldat qui n'a pas l'habitude de boire de l'eau, mais ma foi, pourquoi pas, ça fait partie de l'originalité de Pompéi. La littérature, en fait, dénonce volontiers l'attrait des soldats pour l'alcool et pour les établissements de loisirs. Ces passages sont d'ailleurs généralement associés encore et toujours à la discipline militaire et au rôle corrupteur des civils, mais aussi des milieux urbains. Dans plusieurs villes, on trouve des graffitis, alors à Pompéi bien sûr, mais pas uniquement, qui nous informent du passage de troupes qui sont passées dans les tavernes locales, parce que ces soldats ont tendance à laisser un petit mot pour dire telle unité est passée ici, telle centurie est passée là, les soldats de telle légion sont passés là, etc., etc. Parfois, ils jugent aussi le prix du vin, le prix de telles personnes qui sont allées consulter, etc., etc. Toutefois, les auberges, j'ai oublié de dire qu'ils sont particulièrement grossiers, mais je pense que vous vous y attendiez un petit peu.
Toutefois, les auberges que fréquentaient généralement les soldats le plus assidûment ne sont pas celles qu'ils fréquentaient lors de leur déplacement, mais plutôt celles qu'ils avaient aux portes de leur garnison, puisqu'on sait qu'ils se trouvaient dans les agglomérations civiles de Caen. Donc, encore une fois, dans ces deux agglomérations en vert ici, par exemple, la trace de débit de boissons. On en a des traces archéologiques assez nettes. De la même manière, les témoignages épigraphiques, on va en parler tout de suite, mais aussi papyrologiques, nous en laissent la trace également, puisqu'on a des livres de comptes, des inventaires, des archives de transactions qui témoignent du fait que des soldats les fréquentaient. Alors, témoignage épigraphique, vous disais-je, je vous donne ici l'exemple d'une tablette donc, de ciré de bois, encore une fois, un support utilisé que vous voyez aussi dans l'exposition qui est reproduit, qui permet d'échanger des messages un peu du quotidien. On va s'intéresser surtout à la deuxième partie de cette tablette et on reparlera de la première un petit peu plus tard. Ici, vous avez un exemple d'une tablette découverte à Windisch, donc à Windonissa. Je vous parlais de ce camp tout à l'heure. C'est un camp qui se situe en Suisse et qui a donné lui aussi un corpus de tablettes de ciré de bois assez exceptionnel et qui est une ressource, qui est une mine d'or, hein, vous disais-je, pour comprendre le quotidien des armées romaines. Même si, comme vous le voyez aussi, ce sont des sources très difficiles à lire et assez fragmentaires. Et donc, dans cet échange-là, vous avez ici un soldat qui invite son frère d'armes et lui dit « Ainsi, donc, tu sauras où j'organise un banquet, des jeux variés, de même qu'une superbe beuverie. Demain, grâce au très puissant génie du jeu, j'agiterai le cornet à dés comme un glaive. Au revoir, mon cher frère. » Donc, c'est une invitation ici d'un soldat pour son frère d'armes, bien sûr, à le rejoindre pour jouer aux dés. Alors, probablement dans une auberge. Ce qui nous fait dire ça, c'est le terme, attention, d'hospita, mais nous allons en reparler parce que hospita ne veut pas nécessairement dire aubergiste. Et ça fait partie des travaux sur lesquels j'ai publié pas mal depuis 2019 notamment. Alors, il reste difficile de trouver dans les sources littéraires des informations précises sur les pratiques concrètes de la prostitution. Vous verrez que la prostitution est un incontournable de cette journée, notamment lorsque celle-ci se déroulait dans le contexte des garnisons permanentes. Alors, on a dans la littérature un événement qui concentre quasiment tous les écrits que nous avons sur cette question, puisqu'il est rapporté par 6 auteurs différents, et l'essentiel de nos informations sur l'usage de la prostitution en contexte sédentaire vient de cet épisode précisément. Il s'agit de l'expulsion des, je cite, parasites, puisque c'est le terme qui est employé par les auteurs à la fois grecs et latins, de Numance, le fort de Numance en Espagne, par Scipion Émilien. Alors évidemment, l'épisode est un véritable exemplum et il ne paraît pas suffisamment fiable pour restituer la réalité de la prostitution dans le contexte militaire, notamment parce que les auteurs parlent d'une foule de milliers d'individus, milliers de prostituées expulsées du camp. On en parlera. L'indication en fait du métier de prostituée est logiquement totalement absente des inscriptions lapidaires. Vous en doutez un petit peu. La profession est considérée comme socialement et juridiquement infamante. Donc, on ne la trouve pas mentionnée sur les épitaphes ou les dédicaces. Et l'identification des prostituées à travers les sources épigraphiques reste très problématique. En revanche, encore une fois, les papyri et les ostracas nous viennent en aide, puisqu'il s'agit d'une des activités les mieux documentées de toutes les sources papyrologiques découvertes en contexte militaire. Il en va de même pour les ostracas. Alors, les ostracas, ce sont des petites sessions de céramique qu'on a beaucoup découvertes, notamment dans le désert oriental égyptien, mais évidemment pas uniquement, parce que si vous connaissez, c'est aussi le mot pour dire tesson dans le cadre du vote. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation des ostracas pour l'envoi de missives, de petits messages. Ce sont donc des petits tessons de céramique qu'on a beaucoup découverts dans le désert oriental égyptien, qui servaient à l'envoi de messages et qui étaient réutilisés, réemployés régulièrement pour s'envoyer des missives quotidiennes. Mais pas uniquement, puisqu'il y avait des documents un petit peu plus officiels sur ces ostracas, et notamment, on a découvert donc dans la zone du désert oriental égyptien, vous disais-je, et notamment sur la route de Myos-Hormos, le fameux tarif de Coptos, qui est une liste de tarifs de douane de l'apostolion. L'apostolion est un droit perçu pour le passage depuis la vallée du Nil, depuis le port fluvial de Coptos que vous voyez ici, jusqu'à Myos-Hormos que vous voyez ici, donc le passage vers la mer Rouge. Ce qui est intéressant dans le tarif de Coptos, c'est que vous avez le montant payé par chaque individu. Et évidemment, les femmes payent beaucoup plus cher, mais les prostituées ont des montants assez exorbitants, puisque les prostituées s'acquittaient d'un apostolion 10 à 20 fois supérieur à celui que devaient régler les hommes,
Tout simplement parce que les prostituées étaient taxées au regard des recettes générées par leur location. Et malheureusement, c'est bien le mot location que vous avez entendu ici. Les prostituées, en effet, la prostitution en Égypte romaine était essentiellement mobile et elle semble avoir mêlé des entrepreneurs à la fois civils et militaires, c'est-à-dire que des militaires engageaient une petite partie de leur temps libre et de leur pécule dans une petite affaire de prostitution locale, ce qui leur faisait un revenu un petit peu à côté de leur solde. Les propriétaires des filles les faisaient tourner de garnison en garnison au moyen d'entremetteurs et les soldats d'une même garnison se cotisaient pour louer les services d'une prostituée par le biais d'un contrat de location mensuel. Là encore, le mot que vous avez entendu est mensuel. Celle-ci, donc, cette prostituée, était louée de pair avec une compagne qui la soutenait pendant ce mois de location et qui l'aidait notamment à s'habiller, à réaliser ses tâches ménagères. Ce système-là, un peu sordide, vous me l'accorderez, a été défini par Hélène Cuvigny, qui a magnifiquement étudié le corpus des ostraca de Myosormos, mais de manière générale, cette question de cette prostitution en Égypte romaine. Ce système est appelé les femmes tournantes par Hélène Cuvigny, tout simplement parce que les prostituées, en fait, ne faisaient pas que passer la route de Myosormos, elles faisaient le tour des garnisons et elles passaient de fort en fort. Alors, les fortins du désert égyptien sont moins imposants que les fortins que vous pouvez trouver en Germanie, par exemple, c'est-à-dire que vous n'avez pas 5000 ou 10 000 hommes comme à Xanthène, plutôt quelques centaines, mais tout de même, je vous laisse imaginer le travail que ces dernières devaient effectuer. Alors, on ne sait pas vraiment si cela se passait de la même manière dans le reste de l'Empire, on n'a pas les mêmes sources, on manque ce corpus fabuleux. Tout de même, on sait que les soldats dans l'Empire romain étaient chargés d'un certain nombre de tâches qui pouvaient être en lien avec la prostitution. Les soldats ne faisaient pas que faire la guerre, d'une certaine manière, ils étaient attelés à des tâches sous le Haut Empire, notamment de construction, de police, de gestion de l'entretien des bâtiments, etc. Et ils pouvaient être chargés aussi de la collecte de la taxe sur la prostitution. Donc, ils étaient en lien assez constant avec les prostituées, et on sait par beaucoup de pétitions qu'on a trouvées, notamment en Asie mineure, qu'ils abusaient généralement de leur position. Alors maintenant, abordons la question un peu moins scabreuse des proches, quoique, des compagnes, des enfants et des parents de soldats. La question de la présence des familles de soldats dans les camps, éphémères comme permanents, et dans le train militaire, suscite depuis un certain nombre de temps un débat animé. Trois conclusions majeures se dégagent aujourd'hui dans le paysage épistémologique, tant du point de vue des historiens que des archéologues. D'une part, on sait qu'il existait sous la République romaine et sous l'Empire romain des épouses, des parents et des descendants de soldats, même si les simples soldats, nous allons le revoir, étaient interdits de juste noces, c'est-à-dire de mariage légal, ce au moins jusqu'à la fin du IIIe siècle. Deuxième conclusion, les femmes et des enfants ont pu vivre aux côtés des armées durant certaines périodes, en certains contextes et à certaines heures de la journée. Enfin, tous ces individus relevaient de situations sociales, juridiques et culturelles très diverses. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par évoquer le cas du contexte plus mobile, celui des campagnes, et je parlerai tout d'abord des questions des femmes et des enfants des officiers supérieurs, parce qu'en fait, l'interdiction ne s'applique pas à ces individus. Les officiers de rang sénatorial ou équestre, cette aristocratie, ces hauts gradés, donc, étaient eux légalement autorisés à se marier et à légitimer leur progéniture, tout simplement parce que ces hauts gradés n'étaient pas militaires de métier, ils avaient une carrière à la fois civile et militaire qui faisait qu'ils n'avaient pas de restrictions morales attachées à leur mariage. Qui plus est, les aristocrates ne devaient pas être empêchés de se marier pour des raisons qui vous paraîtront assez évidentes. Durant la majorité de la période républicaine, les sénateurs, les chevaliers étaient éloignés de leur famille pour chacune des missions qui les emmenaient hors de Rome. Et ces absences pouvaient peser sur leur morale. Mais toutefois, elles ne duraient généralement pas assez longtemps pour entamer leur détermination. Cependant, à partir de la fin de la République, et surtout à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la multiplication et surtout l'éloignement des fronts et les guerres civiles ont commencé à allonger sensiblement le temps, les durées des campagnes. Et la séparation avec la famille est devenue de plus en plus lourde à supporter pour un certain nombre d'aristocrates. Et notamment à partir de la période d'Auguste, donc au tout début du Haut Empire, on se rend compte que de plus en plus de ces hauts gradés amènent avec eux famille et enfants.
Alors Auguste, qui lui-même a légiféré pour interdire, éviter les abus de la part de ses généraux, faire en sorte que ces derniers n'aillent pas revoir leurs femmes ou ne le fassent pas venir pendant les quartiers d'hiver, lui-même ne pouvait pas faire le moindre voyage diplomatique seul. Il était toujours accompagné de Livie, son épouse favorite. Et puis l'exemple le plus célèbre que vous connaissez, je pense, assez bien, c'est celui de Germanicus, qui s'est rendu sur le Rhin et dans le reste de l'Empire, accompagné d'Agrippine et de ses différents enfants. Et vous savez que 2 enfants de Germanicus sont nés en Germanie, 2 filles, et que l'un de ces enfants, très célèbre, a pris le surnom, un surnom très évocateur, celui de Caligula, qui veut dire petite Caliga, petite sandale, et notamment sandale de soldat, qui vous rappelle le contexte dans lequel Caligula a grandi, à savoir dans les camps. Pour ce qui est des enfants, des simples soldats, il est communément admis aujourd'hui que ces derniers, je vous le disais tout à l'heure, étaient interdits de contracter de justes noces, donc de se marier légalement. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas légitimer leurs enfants avant la fin de leur service. Ils devaient attendre la fin de leur service. Cet interdit pesa sans doute sur les soldats entre le règne d'Auguste et la fin du IIIe siècle. La première raison qui incita Auguste à mettre en place une telle législation est certainement d'ordre moral. Elle visait à séparer le soldat du reste de la population civile. Non pas dans les faits, mais moralement. On considérait que les soldats, sans attache familiale, étaient plus compétents, plus prompts au service, plus disciplinés. Et l'État pouvait aussi avoir un certain intérêt économique à ne pas prendre en charge la vie en ménage de ses troupes. Plus encore, on supposait aussi que la présence des familles de militaires pouvait ralentir ou gêner l'avancée de l'armée. De tout cela, nous reparlerons dans la seconde partie, qui arrive très bientôt. Donc, l'institution militaire devait être assez soucieuse de limiter au maximum la présence des familles des simples soldats. Mais là encore, surtout dans le contexte nomade des campagnes. Dans le contexte sédentaire, c'est un petit peu différent. Les hommes de l'active n'étaient toutefois en aucun cas contraints à l'abstinence, bien au contraire. Ils pouvaient se trouver une ou plusieurs concubines le temps de leur service et engendrer une progéniture nombreuse de statio en statio, donc une femme dans chaque port, vous connaissez le dicton. Et Tite-Live nous raconte même que le passage en Hispanie des armées romaines pendant la Deuxième Guerre punique avait entraîné la naissance de plus de 4000 enfants illégitimes. Donc c'était un problème, une réalité dont Rome était consciente. Les soldats entretenaient aussi des relations très stables qu'on a sous coutume, nous, historiens, d'appeler mariage de facto, de mariage dans les faits, parce que ce sont des relations qui ressemblent vraiment au connubium, c'est-à-dire au mariage légal, dans sa réalité matérielle, si je puis dire, affective peut-être, mais qui n'en avaient pas la parure légale. Toutefois, les allusions à ce type de relation dans les sources littéraires pour le contexte des campagnes militaires restent assez rares. Dans le cas des camps pérennes, c'est un petit peu différent. Pour ce qui est des familles d'officiers, dans le cadre sédentaire des camps permanents, les familles nucléaires, c'est-à-dire les femmes et les enfants, mais aussi les amis, les amici des aristocrates, suivaient les pérégrinations du pater familias au gré de sa carrière. Et on voit en fait, notamment au niveau des épouses de ces hauts gradés, qu'elles avaient une place totalement admise et intégrée dans la garnison. On voit qu'elles participent à la vie religieuse, notamment du camp. Elles sont les dévotes, les évergètes d'un certain nombre de monuments qu'on a découverts. Et puis, si on revient sur la question des tablettes de Vindolanda, dans ces tablettes qui ont été découvertes sur le mur d'Adrien, on voit le quotidien de ces femmes, notamment à travers une certaine Sulpicia Lepidina, qui est la femme d'un préfet à Vindolanda, qui est assez présente dans les tablettes de cire qu'on a découvertes dans le fort, et qui nous raconte un peu son quotidien, puisqu'elle échange beaucoup, notamment avec la femme d'un autre préfet, d'un camp voisin. Donc elle se demande des nouvelles de la santé du petit, du mari, elle parle des fêtes qui sont à venir. Vous avez même une très célèbre tablette dans laquelle on parle d'un anniversaire qui va bientôt avoir lieu et qu'il faudra célébrer, etc., etc. Pour ce qui est de la famille des simples soldats, sachez tout de même que les études démographiques qui ont été menées à l'échelle de l'Empire montrent que les simples soldats avaient tendance, à plus que les civils, à rester vieux célibataires, du fait du cadre moral qui pesait sur eux. Toutefois, on sait qu'un certain nombre d'entre eux vivaient quasi-maritalement ou maritalement, mais sans le statut légal, avec des femmes et entretenaient une véritable vie de famille, notamment à partir du IIe et du IIIe siècle après Jésus-Christ.
Là encore, vous commencez à être habitué. Dans la littérature, les passages qui parlent de ces familles de soldats sont souvent compliqués, assez imprécis, et ils servent surtout généralement à montrer les ambitions morales de l'auteur. Ils reprennent beaucoup de schémas narratifs, notamment de la défaite et de la crise, et puis ils sont souvent là pour servir les desseins politiques de l'auteur. Toutefois, on a d'autres sources, notamment les inscriptions lapidaires que vous pouvez voir ici, qui sont intéressantes parce qu'elles nous montrent des exemples de familles de soldats représentés. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ces soldats vont utiliser la terminologie légale pour désigner leurs épouses. Ils les appellent coniux, uxor, marita. C'est vraiment les mêmes termes qui sont employés pour dire la femme légale, l'épouse légale. Les mariages de facto n'étaient d'ailleurs en aucun cas cachés à l'institution, qui pouvait même les encourager. Elle pouvait les faciliter. Il y a un certain nombre de dispositions d'héritage qui ont été concédées aux soldats pour qu'ils puissent faire hériter d'une manière plus ou moins détournée ses proches. Mais surtout, on savait que même si les femmes de soldats pouvaient entacher la morale des soldats, elles servaient à garantir leur morale. Les vétérans auxiliaires, d'ailleurs, vous le savez, à la fin de leur service, se voyaient conférer la citoyenneté romaine, mais ils avaient aussi, donc, par ce biais-là, le droit de connubium, de juste noces, de mariage légal, qui leur permettait de se marier avec une femme, et ils conféraient par ce biais-là, généralement, la citoyenneté à une femme qu'ils choisissaient, qui pouvait ne pas être citoyenne romaine, et ils pouvaient aussi conférer la citoyenneté aux enfants qui étaient nés pendant leur service ou avant le service. Donc on voit bien que c'est une situation dont les autorités avaient conscience et qu'elles reconnaissaient absolument. Toutefois, les femmes de soldats, ces compagnes de facto, n'étaient pour autant absolument pas protégées de la même manière que les épouses officielles en cas de séparation ou de décès prématuré des conjoints. Je vous laisse imaginer la fréquence des décès prématurés lorsqu'on est un soldat romain. Et dans les faits, elles ne pouvaient rien revendiquer en cas de décès, pas même la restitution d'une dot qu'elles auraient pu donner de manière informelle au début de leur engagement, quelle que soit la nature de leur relation, quelle que soit la durée de la relation. Alors, c'est la raison pour laquelle il est un peu tentant d'imaginer qu'il existait des systèmes informels d'entraide et de prise en charge des veuves et des orphelins de militaires entre frères d'armes. On le sait notamment par des sources juridiques qui nous montrent des cas de frères d'armes qui sont chargés par testament de prendre en charge la veuve, de l'épouser, d'affranchir un esclave qui était resté avant le décès et que le frère d'armes voulait affranchir, etc., etc. Plus encore, dans les inscriptions et dans les papyri, on trouve aussi des concubines et des maîtresses de militaires qui sont signalées par une terminologie qui parfois est typique du milieu des camps, par des termes tels que focaria ou hospita. Je vous le disais tout à l'heure. Hospita, c'est un terme qui est polysémique, qui peut vouloir dire l'hôtesse, l'hôte aussi, l'aubergiste, qui peut vouloir dire aussi prostituée, mais qui veut aussi dire petite amie, voire compagne quasi officielle, puisqu'on le trouve dans des documents officiels. Et c'est un terme qu'on trouve beaucoup dans l'entourage des camps, notamment dans l'environnement des camps, notamment dans ce sens de petite amie. Donc on voit aussi qu'il y a probablement des formes de conjugalité, voire de parenté un peu détournées, des modes de famille, en fait, typiques du milieu des camps, où on s'adapte à la norme, on s'adapte aux contraintes et on fait famille avec ce qu'on a, sans le cadre légal. On le voit notamment par le biais de la parenté nourricière. Alors la parenté nourricière, pour aller très vite, c'est un système par lequel, sans la loi, sans le droit, vous pouvez adopter un enfant, c'est-à-dire vous l'élevez comme le vôtre, mais légalement ce n'est pas votre fils, puisque à Rome, l'adoption est plutôt pour les adultes, par des adultes pour des adultes. Et donc, là, par des biais détournés, on pouvait créer des familles, par le biais notamment des esclaves qu'on pouvait élever comme son propre fils. On pouvait même avoir un enfant qui était biologiquement le sien, un enfant de sang, qu'on pouvait garder en esclave, avec une de ses esclaves d'ailleurs, et élever comme son fils, etc. Donc là encore, on voit pas mal d'adaptations avec la norme, qui sont assez intéressantes. Alors, je vous propose maintenant d'aborder dans ma deuxième partie la question de la nuisance des civils auprès des soldats, la question de la nuisance des civils. Parce que dans les faits, et vous avez commencé à le comprendre, je pense, au fur et à mesure de ma présentation, la littérature nous fait connaître un grand nombre de relations entre soldats et civils qui sont souvent présentées comme déshonorantes, voire parfois même criminelles. Et la mention de ces relations est souvent l'occasion pour les auteurs, en fait, de se centrer sur la figure du général, qui est au cœur qui est le point de vue, sur lequel se centre le point de vue,
pour montrer en quoi ces scènes servent à montrer un bon général en action ou un mauvais général en action qui interdit de mauvais agissements ou qui rétablit l'ordre, ou un mauvais général qui laisse faire, d'accord? Un épisode fameux, notamment des histoires de Tacite, nous relate la mésaventure d'un général appelé Cerialis qui fut sauvé d'une attaque nocturne qui avait été menée par les Bataves sur le camp de Bonne, parce que lui-même se trouvait en dehors du camp pendant la nuit. En fait, il était allé retrouver une locale qui s'appelle Claudia Sacrata, il était allé la retrouver de nuit, et il avait bien dit à ses hommes de surtout ne pas le déranger. Donc l'attaque avait eu lieu pendant qu'il était en dehors du camp. Et là, évidemment, la mention d'un tel épisode, d'une telle relation, est présentée par Tacite comme extrêmement déshonorante. Alors, on va commencer donc par un certain nombre de dangers que identifient les anciens comme des risques qui pouvaient inviter les soldats à négliger les ordres de leurs supérieurs, désobéir, quitter leur poste, fuir le champ de bataille, ou voire même déserter. Et donc, commençons d'abord par la question des dangers de l'extérieur. Les villes et les modes de vie urbains étaient couramment mis en relation par les anciens avec les phénomènes de décadence morale, de relâchement de la discipline et d'apathie. Ce sont d'abord les activités et les produits proposés par les villes qui sont dénoncés dans les textes. Alors attention, il s'agit souvent d'une énumération très générique qui comporte la consommation de viande rôtie, de vin, la fréquentation des tavernes, des lupanars, l'usage excessif de bains chauds aussi. Donc un bon soldat, ça se baigne dans la rivière, ça ne mange pas de viande trop chaude, et puis surtout, ça ne fait pas trop attention à la taille de sa barbe. La plèbe urbaine, notamment durant les périodes de guerre civile, était dans les mentalités romaines particulièrement nocive parce qu'on considérait que cette plèbe pouvait pousser les soldats à adopter des comportements dégradants, amollissants, dirait un Romain, c'est-à-dire féminisants, dirait aussi un Romain, provoquer chez eux un sursaut de brutalité. Au sein de la population urbaine, certaines professions étaient jugées comme particulièrement dangereuses pour eux. Les marchands installés aux alentours des camps étaient généralement vilipendés par les auteurs parce qu'ils offraient des mets jugés trop raffinés, trop exotiques, en trop grande abondance, trop orientales, nous dirait aussi un Romain. On traitait de même les prostituées, les taverniers, les artistes, les professionnels du divertissement, du fait du caractère infamant de leurs conditions socio-juridiques. Et les villes orientales, vous disais-je, ainsi qu'une grande partie des villes africaines et Rome elle-même, avaient la réputation d'exercer l'influence la plus néfaste pour les militaires. Évidemment, là encore, on est dans des topoi, des lieux communs, notamment vis-à-vis du rapport très étrange, très ambivalent de Rome à l'Orient. Mais on a par exemple un passage célèbre de Sallust qui nous indique que les armées de Sylla, en passage en Asie, se seraient laissées complètement submerger par les douceurs de la province et la trop grande libéralité du général, et elle en aurait adopté tous les vices. Alors, au niveau des dangers de l'intérieur, les civils sont souvent accusés d'être des fauteurs de troubles. Et vous le savez, l'incitation des soldats à la révolte et à l'insubordination est considérée comme un crime de lèse-majesté puisqu'il en va de la sécurité de la res publica. Au dire des auteurs, d'ailleurs, ce sont parfois d'anciens civils qui sont à l'origine de la fomentation de grandes mutineries. Et on accuse généralement de concert les foules militaires et les foules civiles. On les regroupe dans une espèce de masse émotive dangereuse et on considère que toutes deux sont liées par une même opposition à l'élite qui commande ou qui gouverne et qui est particulièrement marquée par ses émotions et l'absence totale de contrôle. Indirectement, la présence des civils pouvait aussi inciter les soldats à développer leur goût pour la rumeur et la contestation. Les soldats adorent la rumeur, c'est un incontournable de l'histoire romaine. Une rumeur qui commence sous les tentes des soldats et qui se déplace, qui prend place dans les tavernes, dans les bains, sur les routes, auprès des marchands, etc. etc. Et puis, la présence aussi des civils, inconsciemment, non pas consciemment, indirectement, pouvait amener à être trop encombrante, les considérer comme un fardeau. On voit notamment, les sources littéraires nous parlent souvent des inconvénients à la présence d'un civil en contexte de campagne parce que cette dernière serait jugée comme trop importante. Évidemment, tous ces récits s'inscrivent dans le très célèbre topos du discours moral porté sur l'influence des foules civiles. Mais plus encore, j'aimerais vous montrer un exemple assez révélateur. Je vous l'évoquais un petit peu plus tôt. Ici, il s'agit du récit fait par Cassius Dion de la bataille de Teutobourg, dont je vous parlais tout à l'heure, le désastre de Teutobourg, qui a été relaté par plusieurs auteurs, mais j'aimerais vous montrer ici l'une des versions les plus tardives qui a été faite de ce récit, qui est la plus célèbre, dans laquelle, en fait, Cassius Dion nous dit que dans le train militaire romain qui se déplaçait au moment de la bataille de Teutobourg, la débâcle aurait été largement
largement provoquée par l'imprudence des légionnaires qui avaient fait le choix de voyager très encombrés de bagages, d'animaux de trait, de serviteurs, mais surtout de femmes et d'enfants. Et Cassius Dio insiste sur la lenteur et la longueur, l'encombrement du train, mais aussi sur les cris des enfants et des femmes, qui font de tout cela un fardeau dangereux dans l'étroitesse du corridor naturel. Ce qui est très intéressant, c'est que le passage est le seul à mettre explicitement en cause le train civil durant la bataille de Teutobourg, et puis encore à incriminer les femmes et les enfants. Je vous ai dit, plusieurs auteurs avant lui l'ont développé, mais jamais on ne parle du rôle des femmes et des enfants dans cette bataille-là. Or, selon nous, l'armée de Varus, donc l'armée romaine, voyageait au contraire plutôt avec des calonesses, des valets d'armes, probablement peut-être quelques épouses ou enfants d'aristocrates, de hauts gradés, mais probablement certainement pas avec cette foule de femmes et d'enfants dont parle Cassius Dio. Pour prouver cela, on peut revenir sur les fouilles archéologiques qui ont été menées sur le site d'Oberresch en Allemagne, qui fut l'un des principaux théâtres du massacre, qui a fourni une quantité intéressante et importante de matériel archéologique et ostéologique, donc d'ossements. On a trouvé des militaria, donc beaucoup d'armements, des objets liés à la guerre, évidemment, beaucoup d'ossements humains, mais surtout des ossements en fait de combattants, d'hommes adultes avec des traces de vie militaire et surtout de combat. Et seul un os iliaque pourrait avoir appartenu à une femme, c'est très très peu, et aucun squelette d'enfant n'a été identifié à ce jour. Donc vous n'avez absolument pas, archéologiquement parlant, la trace de cette foule de femmes et d'enfants dont parle Cassius Dio. Ce qui est très intéressant, c'est que ce détail donc, nous montre en fait qu'il s'agit d'un détail sciemment mis en valeur par Cassius Dio pour la pertinence des questions morales qu'il soulève. Il ne l'a pas pris chez les prédécesseurs, c'est le premier à le dire, et ce n'est probablement pas une réalité qu'il aurait trouvée dans une source que nous aurions perdue, si vous me suivez. En fait, il veut ici parler de quelque chose qui n'est peut-être pas la vérité historique, mais refaire ce qu'on appellerait une reconstruction mémorielle de l'événement pour évoquer une question morale qui est pour lui brûlante. La présence des femmes et des enfants en contexte militaire et notamment sur le champ de bataille. Évidemment, les femmes et les enfants, c'est quelque chose qu'on trouve dans la littérature grecque et romaine, dont Cassius Dio est l'héritier. Et les analystes romains l'évoquent également. La littérature grecque classique, on l'utilise fréquemment. C'est un motif qu'on trouve fréquemment dans les scènes de guerre parce que cette présence permet généralement de susciter la compassion chez le lecteur. Mais ici, ce n'est pas la volonté de Cassius Dio. L'idée ici n'est pas d'offrir un cadre pathétique à l'événement, mais ici de montrer une dissonance, de montrer ici qu'on a des intrus qui ne sont pas à leur place dans le contexte martial dans lequel ils sont dépeints. Parce que les Romains n'envisageaient pas d'un bon œil la présence des femmes, et qui plus est des enfants, sur les champs de bataille, en campagne et en contexte militaire. Notamment lorsqu'elle était associée à la panique et à la douleur, les anciens considéraient que la réaction des femmes, en particulier, gênait l'action des hommes par leurs excès. Elle pouvait la mettre en danger. Dans la littérature romaine, les femmes sont généralement caractérisées par une incapacité innée à la modération, c'est-à-dire à contenir leur emportement, leur passion, leur violence, ce qu'ils appellent, eux, la muliebris impotentia. L'argument de la démesure et de l'impuissance des femmes est toutefois généralement utilisé pour les auteurs pour blâmer les soldats qui ne contrôlent pas bien ces femmes, et surtout pour se centrer, je vous l'ai déjà dit, sur les généraux qui doivent normalement encadrer tout cela. Les anciens considéraient donc la présence des femmes comme quelque chose de dangereux, comme un danger non négligeable en contexte militaire. Les femmes des aristocrates elles-mêmes étaient accusées de s'immiscer dans les affaires de l'état-major. On pensait qu'elles pouvaient exercer une influence négative sur les soldats, indirectement pousser leurs maris à commettre des imprudences aux conséquences funestes. Les compagnes illégitimes ou les femmes de facto des simples soldats elles-mêmes étaient accusées et suspectées généralement de stuprum, de conduite immorale, si on veut traduire très largement. Et il revenait à ces femmes de prouver leur honnêteté. Les autorités, en fait, se montraient très suspicieuses de leur condition morale, de leur attitude, de leur comportement, notamment lorsqu'il était question d'héritage. Pour hériter, les compagnes de facto devaient faire la preuve de leur honnêteté en prouvant cette condition au moyen de témoignages. Et évidemment, ces témoignages devaient être nombreux et étaient très rapidement remis en question sur le simple rumeur. Des sources juridiques nous montrent que telle femme n'a pas eu d'héritage parce qu'un bruit courait sur son immoralité sans aucune preuve. Dans les sources littéraires, nombre de femmes de militaires sont marquées par le sceau de la dépravation et leurs actions sont dépeintes souvent comme le résultat d'une détérioration de la discipline. L'entrevue nocturne de Cerialis avec Claudia Sacrata, dont je vous parlais tout à l'heure à Bonn, je vous rappelle, provoque l'éloignement du légat de son poste. C'est de la faute de Claudia Sacrata, même si c'était au général de se contrôler en départ.
La même chose pour Cornelia, dont je vous parlais en introduction. Je vous rappelle que ce qui intéresse Tacite, ou plus tard qu'ici, ce n'est pas tant que Cornelia est débauchée, c'est qu'elle provoque le jugement devant un tribunal militaire de ces hommes-là, donc de ces généraux qui sont impliqués dans l'affaire. L'affaire Cornelia est intéressante parce qu'elle offre un véritable exemplum de conduite immorale et impie de la part des femmes d'officiers. L'anecdote, derrière son caractère assez fantaisiste et moral, peut faire écho à des événements bien réels. Notamment, j'aimerais vous montrer une autre tablette qui a été découverte à Windisch, donc en Suisse, à Windonissa, dans la colline dépotoir du camp, donc accolée au camp. Et dans cette petite tablette de cire et de bois, vous avez ce message très étrange qui nous dit « Je viendrai avant la première lueur du jour, suivant, afin de pouvoir peut-être entrer, avant de retourner à la villa, même si, après mon départ, j'aurais regretté de ne pas avoir pu quitter les lieux à la clarté du jour. Il m'est difficile de penser que être gardé secret. » Alors, vous voyez une lettre très fragmentaire, un peu cryptique. L'auteur de cette lettre nous raconte à la première personne sa venue dans un camp légionnaire, celui de Windisch, durant la nuit et son retour à une villa voisine avant le lever du jour. De l'identité des deux interlocuteurs, nous ne savons pas grand-chose. Le lieu de réception de la tablette, le camp légionnaire, nous invite à supposer que le destinataire était soit un soldat, soit une personne qui logeait dans le camp ou qui travaillait dans le camp. Je vous rappelle que des civils pouvaient travailler dans le camp, s'y rendre assez régulièrement. L'expéditeur, lui, semble travailler et vivre dans une villa voisine. Mais ce n'est pas nécessairement un civil ou une civile, puisqu'il peut s'agir d'un vétéran installé dans une villa voisine. Le parallèle séduisant entre ce document et l'affaire Cornelia nous donnerait envie de voir là les restes fragmentaires d'un échange secret entre deux amants contraints d'organiser une entrevue nocturne. Si l'on admet que les deux personnes se rencontrent dans le camp et que celle-ci est interdite aux femmes, on va y revenir tout de suite, on peut imaginer que l'intrus ou l'intruse dut recourir à des ruses similaires à celles de Cornelia pour pénétrer. Le ton élégant, un peu poétique de la missive nous y inviterait presque. Mais on a beaucoup d'autres interprétations, beaucoup moins romanesques, qui pourraient être envisageables pour ce cas. On voit tout de même qu'il y a l'idée d'un secret, de l'idée de se rencontrer hors des regards indiscrets. Pas tant par le contexte nocturne sur lequel, malheureusement, je n'ai pas le temps de m'appesantir, mais peut-être pourrons-nous en parler au niveau des questions, mais peut-être surtout de cet infinitif passif que vous voyez à la fin de la lettre, qu'est Larry, être gardé secret tout de même. Après, encore une fois, tout ici est une question de supposition et d'imagination. J'aimerais bien évoquer ici une question assez épineuse qui a suscité beaucoup de débats, des débats, je vous le dis, animés en colloque, la question de l'ouverture des femmes et des enfants, surtout des camps aux femmes et aux enfants. Alors aujourd'hui, il est communément admis que l'enceinte des camps ne pouvait pas constituer une frontière hermétique aux civils. Et pourtant, je pense qu'il faut revenir rapidement sur cette question-là, mais je n'ai malheureusement pas le temps de développer avec le temps qu'il faudrait sur cette question-ci. Alors, je dirais simplement quelques mots. Les sources littéraires, de manière générale, nous montrent que cette présence, la présence notamment des femmes dans les camps, n'était probablement pas le fruit d'un interdit légal. Il n'y avait probablement pas de loi qui interdisait de manière rigoureuse la présence des femmes dans l'enceinte des camps. Toutefois, cette présence semble s'opposer aux règles tacitement établies pour le maintien de la discipline militaire. Mais au même titre que d'autres prescriptions, comme je vous le rappelle, la consommation des mets exotiques, la prise de bain chaud, d'accord ? Donc il s'agit de quelque chose qui est normalement plus ou moins mal vu, plus ou moins interdit, qui contrevient à la morale et au maintien de la discipline, et qui est surtout une question de contexte. Tous les épisodes de remise en ordre des camps et des expulsions de prostituées, qui, je vous le rappelle, sont nombreux dans la littérature, nous prouvent qu'il faut régulièrement rétablir l'ordre. Donc, c'est quelque chose qui se faisait donc régulièrement. On a donc l'impression que, dans certaines périodes d'accalmie, les autorités étaient peut-être plus enclines à fermer les yeux sur la présence des individus dans le camp. Et je vous rappelle que les documents épigraphiques et papyrologiques semblent nous montrer que quelques épouses, notamment les épouses des aristocrates, logeaient à l'intérieur des camps. Je vous rappelle, à Vindolanda notamment. Pour le cas des simples soldats, malheureusement, le temps me manque. Je vous dirais simplement qu'on pense aujourd'hui que probablement ceux qui avaient des compagnes, de facto, ces compagnes et ces familles ne logeaient pas dans le camp, faute de place surtout. Il y avait un lien, probablement une vie un petit peu entre deux espaces. C'est-à-dire que les soldats pouvaient se rendre régulièrement dans le foyer qu'ils avaient dans l'agglomération civile et dans le camp où ils dormaient avec leurs camarades. Si on se penche maintenant sur la question de l'apport des sources archéologiques sur cette question, qui est celle qui a provoqué le plus de débats, j'ai envie de dire.
On se base généralement sur les travaux des pionniers de deux archéologues très importantes sur cette question, qui sont Carol Fandriel-Muret et Penelope Allison. Toutes deux ont travaillé notamment sur l'identification du matériel dit féminin ou infantile, c'est-à-dire des objets qu'on attribue à des femmes ou des enfants dans les camps. Et c'est une question très compliquée, très épineuse. Leurs travaux, notamment à partir des chaussures, mais pas uniquement, des fibules aussi, et d'un certain nombre d'objets qui sont relatifs à des activités productives, ont montré surtout, les conclusions de ces travaux ont montré que des femmes se trouvaient bien, notamment à la fin du Haut-Empire romain, dans les camps, et certaines pouvaient même y vivre. D'après Penelope Allison, la population de femmes pouvait même aller jusqu'à 14% des résidents des camps permanents. Alors, il y a eu beaucoup d'objections qui ont été soulevées à l'encontre de la méthodologie de ces deux chercheuses. Plusieurs spécialistes ont noté notamment qu'il était très difficile d'attribuer un genre à des activités pratiquées dans le contexte des garnisons, parce que dans le monde romain, les statuts socio-juridiques et professionnels jouaient un rôle considérable dans l'attribution des tâches. Dans les milieux les plus humbles, par exemple. Mais ce n'est pas propre au monde romain. Je pense que ça vous rappellera peut-être certains de vos aïeux. Les femmes étaient régulièrement amenées à se charger d'un grand nombre d'activités économiques. Et une part notable d'entre elles s'occupait des fonctions productives du foyer, de toutes les fonctions, sans distinction avec les maris. Dans les camps, à l'inverse, les soldats réalisaient une grande partie des tâches, voire toutes les tâches qu'ils devaient réaliser, comme le tissage, la couture, la préparation de nourriture. Enfin, la catégorisation du matériel dit féminin ou infantile pose question, parce qu'un grand nombre d'artefacts considérés comme proprement féminins ou masculins l'ont souvent été par le passé, sans considérer le caractère très construit ou anachronique de ces identifications. Je m'explique, certains objets de parure, parce qu'ils nous semblaient, nous, comme ça, féminins, ont été attribués à des femmes. Et on s'est rendu compte avec le temps qu'il s'agissait d'éléments de parure masculine, et parfois même de parure équestre qu'on trouvait sur les éléments de harnachement, donc pour les chevaux. Donc, ce genre de débat est très houleux actuellement. Et on a aussi des spécialistes qui émettent des réserves vis-à-vis des chaussures. Alors, vous avez notamment tout le problème des chaussures de taille moyenne ou inférieure à la taille médiane, de la taille considérée comme la taille des pieds des hommes romains. Je vous passe le détail sur l'identification de la taille moyenne d'un légionnaire, qui est elle-même très compliquée. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est que seules deux choses ne posent aucun problème d'identification. Les chaussures d'enfants très jeunes, comme vous voyez ici, même si c'est très mignon, c'est aussi une source très importante pour l'archéologie, et les ossements d'enfants qu'on trouve dans certains baraquements, sous certains baraquements. Vous avez des ossements de nourrissons qui sont sous certains logements de centurions, notamment à Windisch en Suisse. En dehors de cela, pas grand-chose à dire. Je vous rappelle tout de même que ça vous prouve qu'il y a des enfants qui pouvaient se balader dans les camps ou vivre dans les camps, mais est-ce qu'il s'agissait nécessairement d'enfants de soldats? Pas du tout la preuve. Je vous rappelle que les Romains recouraient aussi à des esclaves très jeunes, donc ça pouvait très bien être des enfants esclaves. La plupart des spécialistes de l'armée romaine reconnaissent que les camps ne pouvaient absolument pas demeurer fermés à l'ensemble de la population féminine et infantile. Les sources archéologiques, malgré tous les biais que je viens d'évoquer, nous confirment que les forts étaient à minima visités ponctuellement par une population civile locale. Pour autant, les camps ne pouvaient pas accueillir tous les civils, toutes les femmes et tous les enfants de la même manière et dans les mêmes circonstances. S'il était difficile pour les anciens de résumer l'ensemble des situations juridiques, sociales, professionnelles ou affectives attachées à la condition civile en contexte militaire, en un seul terme, c'est qu'en la matière, la diversité prévalait sur l'homogénéité. Trois groupes fondamentaux, on l'a vu, composent cette société civile, les domestiques, les familles de soldats et les professionnels libres de tout type. Mais la frontière, j'espère que vous l'avez compris, la frontière entre ces trois catégories était très poreuse. L'épouse de facto d'un soldat pouvait très bien être son ancien esclave, affranchi, provenir donc de sa main-d'œuvre servile, être attaché à sa maison, travailler au service du foyer, tout en participant à un atelier situé à l'intérieur du camp et donc travaillant à l'approvisionnement des troupes. Pourtant, les anciens regroupaient aussi tous les civils lorsqu'il s'agissait de les critiquer, parce que chaque civil portait en lui les germes d'un danger pour l'armée. Certaines catégories, on l'a vu, inquiétaient davantage les anciens, comme les habitants des villes, notamment les villes orientales, les aubergistes, les prostituées, les artistes. Et les populations civiles étaient fréquemment dépeintes par les auteurs comme une multitude émotive et incontrôlable qui gênait et débauchait les troupes. On a aussi bien compris que les femmes, en particulier, suscitaient le plus de méfiance. Et c'est la raison pour laquelle la présence des femmes à l'intérieur des camps faisait déjà, durant l'Antiquité, l'objet d'âpres débats.
On considère aujourd'hui que les camps romains ouvraient et fermaient leurs portes aux civils selon le statut de ces derniers et selon les périodes et les circonstances. On avait donc un accueil circonstancié des civils. Durant les périodes d'installation, de tension, par exemple les périodes de conquête ou de guerre civile, les camps étaient fermés probablement leurs portes à une grande partie des civils et surtout durant une grande partie de la journée. Mais en temps de paix, il existait peut-être plutôt un système de couvre-feu qui contraignait les soldats à rester dans le camp la nuit, peut-être une enceinte pour empêcher les soldats de sortir plutôt que pour empêcher les civils de rentrer, et qui rendait toute intrusion nocturne un peu plus difficile, ce notamment au IIe et au IIIe siècle après Jésus-Christ. Au fur et à mesure de l'ouverture de la communauté militaire, il fut sans doute plus facile pour les populations civiles de pénétrer dans les camps pour y faire commerce, pour y participer à la sociabilité quotidienne. Certains espaces, comme les espaces sacrés ou stratégiques, notamment les principia dont on évoquait au début, demeuraient probablement fermés à toute présence civile. Les textes nous rappellent ainsi que dans l'esprit des soldats et de leurs officiers, le mur d'enceinte possédait surtout une forte dimension symbolique, comme toutes les enceintes de manière générale en histoire. Ainsi peut-on comprendre les punitions infligées par certains généraux à des unités qui avaient fui le combat. Ces unités devaient camper en dehors de l'enceinte, contre le mur d'enceinte en dehors du camp. Et cet ostracisme temporaire, qui durait quelques heures parfois, ne se terminait que lorsque les soldats avaient prouvé à nouveau leur valeur. Ils pouvaient réintégrer l'intérieur du camp. L'enceinte était donc la matérialisation d'une frontière imaginaire destinée à préserver la discipline militaire. Je vous remercie.